Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et au cours de cette édition, nous irons à la rencontre de Habiba Sorabi, une des très rares femmes à avoir réussi à s'imposer sur l'échiquier politique national en Afghanistan. Nous parlerons aussi de scènes qui suscitent ragots, louanges ou sarcasme avec notre invité Vincent Hugeux, auteur d'un ouvrage sur les premières dames en Afrique. Et nous verrons enfin comment au Kenya, des femmes ont décidé de résister aux pêcheurs qui leur fournissent du poisson en échange de services sexuels. Mais pour commencer, donc, direction l'Afghanistan, où auront lieu des élections le 5 avril prochain. 11 candidats s'affrontent pour succéder à Hamid Karzai, tous des hommes, tout comme d'ailleurs leur colistier, à une exception près, Habiba Sorabi, l'une des rares femmes à avoir réussi à s'imposer dans la politique nationale. Son bilan à la tête de la région de Bamiyan est considéré comme l'un des meilleurs du pays. Nos correspondants Sylvain Lepetit et Miyukidro Zaramaki sont allés à sa rencontre. Son visage est devenu un symbole, celui de l'émancipation des femmes en Afghanistan. 2 fois ministre et gouverneur de la province de Bamiyan pendant plus de 8 ans, Habiba Sorabi s'est imposée au plus haut niveau dans le paysage politique afghan. D'ici quelques semaines, elle pourrait être la première vice-présidente du pays, aux côtés de Zalmay Rassoul, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec des étudiants. Tous sont originaires de la même ethnie qu'elle, les Hazaras, une minorité plus tolérante à l'égard des femmes que les Tadjiks ou les Pashtuns. Et l'ex-gouverneur a toujours une attention spéciale pour son public féminin. Toi, tu fais une école de management. Et toi? Moi, je suis étudiante ici. Je suis très contente de vous voir en personne. J'ai toujours rêvé de vous rencontrer. Je leur conseille de ne pas rester silencieuses. Il faut toujours faire entendre sa voix. C'est important pour l'avenir de la jeunesse. Il ne faut pas attendre que ce soit les hommes qui se prononcent. Sa première promesse de campagne, faire de la discrimination positive. 1 membre sur 5 de son gouvernement sera une femme. On veut que les femmes afghanes s'engagent en politique afin qu'elles puissent se battre pour leurs droits. Je ne pense pas que toutes les femmes vont voter pour moi parce que certaines soutiennent des partis conservateurs. Il y en a même qui sont sous l'influence des partis islamistes. Mais néanmoins, j'espère que la moitié des femmes me donneront leur voix. Des engagements qu'elle a déjà appliqués dans sa province de Bamiyan. Son action la plus retentissante, l'ouverture du parc de Bandé Amir et la création d'une équipe de gardes forestières, unique en Afghanistan. Le salaire que nous recevons nous appartient, donc nous sommes plus indépendantes. C'est une aide pour vivre. Avant, on n'avait pas d'argent. Nos yeux étaient toujours tournés vers les poches des hommes pour savoir s'ils allaient nous donner de l'argent. Un succès pour ces femmes, mais un demi-échec économique. Le parc devait servir de vitrine touristique pour cette région considérée comme la plus belle d'Afghanistan. Faute de sécurité, les visiteurs étrangers se font toujours attendre. Mais Bamiyan reste un îlot de liberté pour les femmes, quand dans le reste du pays, leurs droits ont reculé sous la pression des islamistes. Un retour des préceptes talibans que dénonce Fazia Koufi. Cette parlementaire, connue pour son féminisme, n'a pas encore 40 ans, l'âge minimum requis pour se présenter à la présidentielle. Elle regrette de ne pas pouvoir faire obstacle au retour du fondamentalisme. De manière générale, l'idée de négociation ou de réconciliation avec les talibans signifie le recul du droit des femmes. Cela limitera la représentation féminine en politique, alors que le retrait des troupes étrangères représente déjà un défi pour la participation des femmes dans la vie politique. Pour preuve, depuis 4 ans, le Parlement afghan refuse de voter une loi contre les violences faites aux femmes. Habiba Sorabi sait qu'en cas de victoire, faire passer ce texte sera son premier combat. Nous savons que la majorité du Parlement est aux mains des radicaux. Il y a un vrai clivage sur cette loi sur les violences. Mon objectif est de mettre en place une équipe de lobbyistes qui négociera avec les radicaux pour s'accorder sur l'interprétation de l'islam. En cas de défaite de l'équipe d'Habiba Sorabi, ces lois pourraient bien être enterrées. Les femmes sont pour l'instant les grandes perdantes de cette campagne, où les anciens seigneurs de guerre et les islamistes donnent le ton.
Elle suscite en Afrique plus qu'ailleurs louanges obséquieuses, rumeurs, ragots, fantasmes et sarcasmes. Les premières dames inspirent aussi d'increvables clichés teintés de machisme. Voilà les premières lignes de Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames de Vincent Hugeux aux éditions Perrin. Vincent Hugeux, bonjour. Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, grand reporter à l'Express. Vous écrivez qu'il serait vain de reléguer la femme du chef au rang de figurante et qu'elles sont finalement des actrices de premier plan. Pourquoi et en quoi elles sont influentes? Eh bien parce que, au-delà du petit cénacle familial, au-delà de l'intimité, elles ont évidemment une influence parfois déterminante, y compris sur le plan politique. Prenons 2 ou 3 exemples très simples. Dans un pays comme le Congo-Brazzaville, vous avez une première dame qui est originaire de Pointe-Noire, ville plutôt rebelle et capitale pétrolière du pays, et il est clair qu'au-delà du couple formé avec son président d'époux, elle est aussi un atout, je dirais, national et politique. Donc on a dans l'Afrique d'aujourd'hui, mais comme dans l'Europe depuis le XVIIe siècle, des alliances qui sont forgées au nom de calculs politiques, voire géopolitiques. Et puis ensuite, la femme, ça peut être aussi celle qui humanise l'image d'un mari perçu comme revêche, absent ou belliqueux. Au travers, par exemple, mais pas seulement, de ces fameuses fondations caritatives dont il est de bon ton de prendre les rênes lorsqu'on accède à ce statut. Des fondations caritatives qui sont parfois un peu sulfureuses. On se demande si c'est pas quelquefois des coquilles vides ou si elles servent pas à détourner des fonds. Finalement, on a l'impression qu'entre shopping de luxe et humanitaire, les premières dames ne savent pas véritablement choisir. C'est-à-dire que la fondation fait partie, je dirais, de l'arsenal, du kit indispensable de la première dame. Mais encore une fois, comme vous le suggérez, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Parfois, c'est uniquement une politique d'image. Mais au-delà de cela, vous savez, les premières dames peuvent avoir aussi une influence cardinale sur des enjeux économiques. Parfois, pour accéder au bureau du président, il est de bon ton d'être dans les petits papiers de madame. Certaines ont une influence aussi sur la composition du gouvernement. On ne comprend pas l'éviction de tel ministre, la promotion de tel directeur général de ministère, si on ne sait pas quels sont les liens qui l'unissent à la première dame. Donc, je veux dire, la première dame d'aujourd'hui n'est plus la simple dame patronesse mutique et effacée dans le sillage de son mari. Elle est aussi une actrice sur l'échiquier politique. Dans les échecs, il y a le roi et la reine. Et vous dites aussi à propos des œuvres humanitaires qu'elle dresse aussi, je vous cite, en creux l'inventaire des échecs de monsieur. Parce que finalement, ça veut dire quoi? Le président d'un côté mène une mauvaise politique, une mauvaise gouvernance, et de l'autre côté, sa femme essaie de réparer ses torts. C'est tout le paradoxe et l'ambiguïté. C'est-à-dire que vous avez la première dame paratonnerre. On va, par exemple, gloser sur ses échafaudages capillaires invraisemblables, sur ses tenues extravagantes. Madame Biya. Madame Chantal Biya, bien sûr. C'est razzia shopping sur les bords de Seine ou ailleurs. Donc c'est une façon peut-être d'attirer la rancœur et l'amertume vers un personnage emblématique. Mais comme à l'époque Marie-Antoinette en France. Mais bien sûr, il y a ce syndrome Marie-Antoinette qui existe. Mais je veux dire, au-delà de ça, cette première dame, elle peut aussi avoir une fonction positive. C'est-à-dire que, bien sûr, la tonalité de mon propos est assez incisive, assez ironique, mais en même temps, vous avez aussi des premières dames qui vont amener des dossiers sociaux, le sort des veuves, les violences sexuelles, il en sera question, dans un univers incroyablement masculin, on n'aurait pas naturellement tendance à se pencher sur ce type d'enjeu. Vous voyez, pays comme le Gabon, où Sylvia Bongo a beaucoup travaillé sur le sort des veuves, par exemple, abandonnées par la société. Dans d'autres cas, ce sont des enjeux de santé publique. Mais je veux dire, au-delà de ça, la femme paratonnerre ne peut pas non plus, en quelque sorte, effacer la responsabilité politique de son époux. Donc elle peut être un atout, mais elle ne va évidemment pas modifier les paradigmes politiques locaux. Merci beaucoup Vincent Hugeux. Je rappelle donc le titre de votre livre, Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames, aux éditions Perrin. Voilà, restons toujours en Afrique pour découvrir d'autres femmes qui prennent leur destin en main. Elles vivent dans la misère mais refusent désormais de céder aux avances sexuelles des pêcheurs en échange de leurs poissons. Ça se passe au Kenya et ce qu'elles réclament, ce sont des bateaux pour devenir autonomes. Mounia Ben Aïssa. Le soleil se lève à peine sur le lac Victoria lorsque les pêcheurs atteignent la plage de Kisumu. Après une nuit de travail, ils doivent décharger les poissons attrapés dans leurs filets et ensuite les vendre au meilleur prix. Sur le rivage, de nombreuses femmes attendent les cargaisons. Les négociations commencent alors et souvent, l'argent ne suffit pas.
Certaines seront forcées de payer en nature les quelques kilos de poissons. Parfois, quand on rentre de la pêche, on est un peu forcé de faire ça. Comme elles n'ont pas de quoi payer, on sait que ça finira par des relations sexuelles. Du sexe contre du poisson, une pratique ancienne appelée jaboya qui accourt dans plusieurs plages du lac Victoria. Seul moyen de survie de ces femmes bien souvent veuves, elles revendent ensuite le poisson sur le marché pour en tirer quelques euros par jour. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette vie, car comme ça, mes enfants peuvent avoir une vie meilleure. Ils ont de quoi manger et ça me permet de vivre. Mais les relations sexuelles se font bien souvent sans protection. Alors, dans la province de Nyanza, les cas de contamination par le VIH ont explosé et sont nettement supérieurs à la moyenne nationale. Un programme de sensibilisation a été lancé par les autorités. Certaines associations veulent aussi la fin de la jaboya. Alors, l'Institut Vaired permet aux femmes d'acquérir leur propre bateau et ainsi ne plus se soumettre à des pratiques sexuelles forcées. Nous sommes très heureuses de recevoir ces bateaux. La jaboya n'aura plus cours. Ça a été un vrai casse-tête parce que si on n'avait pas d'amants, on ne pouvait pas avoir de poissons, même avec de l'argent. Grâce à ces bateaux, les femmes du lac Victoria peuvent ainsi employer des hommes qui iront pêcher pour elles. Une manière de gagner leur indépendance financière et de retrouver leur dignité. L'actualité des femmes dans le monde est aussi à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Vous pourrez y lire notamment le portrait de la romancière argentine Selva Almada, qui remet en question le genre de l'écriture, avec des histoires qualifiées de peu féminines, loin du drame et de la romance, loin aussi des clichés, à retrouver donc dans Courrier International. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Vous pouvez nous retrouver sur Internet parce que Actuel, c'est aussi et surtout la toile et les réseaux sociaux. On attend vos réactions et vos commentaires. Merci de nous avoir suivis. À très vite.